Alors je crois que la meilleure façon de parler des enjeux du search, c'est de rappeler au travers d'un certain nombre de chiffres combien les moteurs de recherche jouent un rôle incroyablement important dans la vie quotidienne des consommateurs. Je vais partager juste 4 chiffres. Le premier, c'est que 94% des parcours digitales commencent par une question posée à un moteur de recherche, le plus souvent naturellement Google. Mon deuxième chiffre est que plus de 90% des consommateurs indiquent utiliser un moteur de recherche à chacune des étapes du parcours client. Et d'ailleurs, je crois que la meilleure façon aujourd'hui de se représenter un parcours client, c'est de le décrire au travers d'une série de questions plus ou moins complexes, questions qui sont posées d'ailleurs à différents endroits de l'écosystème digital, que ce soit sur des applications tierces, type moteur de recherche grand public Google, mais aussi sur le propre site web de la marque, en ayant bien à l'esprit que chacune des questions indique ce qu'on appelle, ce que les professionnels du SEO appellent une intention de recherche, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que quelqu'un a à l'esprit au moment où il tape un certain nombre de mots-clés. Troisième chiffre important, c'est que 68% des consommateurs qui ont une expérience déceptive sur le moteur de recherche d'une marque, non plus sur Google, mais sur le moteur de recherche d'une marque, ne reviendront plus sur le site. En d'autres termes, c'est Google qui va devenir en fait la homepage du site internet en question. Et le dernier chiffre, c'est que on a remarqué parmi nos clients une augmentation de 121% des clics qui mènent à la conversion quand on était en capacité de délivrer une réponse directe plutôt que de renvoyer des liens bleus à cliquer qui renvoyaient sur des pages, c'est-à-dire en réduisant le nombre de clics vers la conversion. Qu'est-ce que ces 4 chiffres indiquent? Une chose très simple, c'est que l'enjeu principal des marques aujourd'hui, c'est notre capacité de répondre de façon précise et exhaustive à toutes les questions posées par leurs consommateurs partout où ils sont susceptibles de les poser, quelle que soit la complexité de ces questions. Bref, de proposer des expériences de recherche optimum, exceptionnelles, à chacune des étapes du cycle d'achat, que ce soit quand la personne se trouve sur Google, bien sûr, mais surtout quand elle se trouve sur le propre site web de la marque. Et c'est précisément là où le bât blesse, parce qu'on peut tous constater au quotidien un fossé abyssal entre une expérience de recherche qu'on a sur Google, tout simplement parce que le moteur a beaucoup évolué sur les 25 dernières années, notamment avec l'apport de l'intelligence artificielle sur les 10 dernières années, et une expérience de recherche que l'on a aujourd'hui sur un site internet de marque. Paradoxalement, ces moteurs de recherche dits d'entreprise ont très peu évolué sur les 20 dernières années. Au sens traditionnel du terme, un moteur de recherche, depuis le commencement du devenir en fait grand public du web, était basé sur un modèle de recherche de mots-clés et d'indexation de mots-clés. Pour simplifier à l'extrême, en fait, les personnes tapaient des mots-clés dans une barre de recherche et le moteur retournait les documents, les pages qui contenaient les mots-clés contenus dans la requête. Le grand problème de ces moteurs de recherche, en fait, c'est qu'ils sont incapables de répondre de façon directe et exhaustive à une question posée par un consommateur, tout simplement parce qu'ils se contentent en fait de renvoyer des dizaines, voire des centaines de liens bleus qui pointent vers les pages qui contiennent les mots-clés contenus dans la requête. En d'autres termes, quand les consommateurs recherchent des produits, des services, des personnes, des points de vente, les moteurs de recherche, eux, recherchent des mots dans des pages. Et d'ailleurs, il est important de rappeler que Google, pendant de nombreuses années, a fonctionné de cette manière-là, mais a fait, notamment depuis le fameux PageRank, qui était un indicateur de popularité de page, pour pallier aux inconvénients de la recherche par mots-clés, a considérablement évolué sur ces 25 dernières années, avec des innovations majeures comme la gestion des synonymes, la gestion de l'autocomplete, en fait, des suggestions, faire de l'autocomplete, ou faire ce qu'on appelle un petit peu de la recherche universelle. Mais la vraie rupture qui s'est produite a eu lieu à partir de l'année 2012 avec le lancement par Google de ce qu'on appelle son Knowledge Graph. Un Knowledge Graph, pour faire simple, c'est en fait une base de données structurée sémantiquement pour être en capacité de faire des recherches sur ce qu'on appelle des entités nommées, des produits, des services, et de retourner des réponses directes. Ça veut dire que l'avènement du Knowledge Graph a testé un changement de philosophie de la part de Google, de passer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse, et surtout sur les 5-6 dernières années, les évolutions extraordinaires qui ont été faites dans un des domaines de l'intelligence artificielle qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel, le NLP pour les anglo-saxons,
notamment pour la compréhension syntaxique et sémantique des requêtes qui sont formulées en langage naturel et pour faire ce qu'on appelle un petit peu de la recherche conversationnelle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, est en train de réhabituer les personnes à poser des questions en langage naturel plutôt qu'à taper des mots-clés et à espérer en retour des réponses directes plutôt que des liens bleus à cliquer pour aller naviguer dans des documents. En d'autres termes, l'intelligence artificielle est en train de changer considérablement à la fois le parcours client et les expériences en fait des consommateurs. Et c'est ça que permet effectivement de faire l'intelligence artificielle. Or, ce qu'il faut bien comprendre pour une entreprise, c'est qu'aujourd'hui, Google est devenu le standard en matière d'expérience de recherche sur le web. Et quand une personne arrive sur le site d'une marque, elle s'attend à avoir une expérience de recherche qui est exactement similaire à ce qu'elle a sur Google. Or, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a un gap, comme je l'ai indiqué, un fossé énorme. Il y a des usages très nombreux dans le domaine du search. Naturellement, tous ces usages vont dépendre d'un certain nombre de facteurs. Le facteur secteur d'activité, on ne va pas mettre une expérience de recherche similaire selon que l'on ait un site e-commerce, qu'on opère dans le retail, qu'on opère dans la banque, dans l'assurance, dans les télécoms, etc. Ça va dépendre aussi des objectifs business de l'entité. Ça va dépendre aussi du type de comportement qu'on souhaite influencer et de la façon dont on va définir la performance de son moteur de recherche. Mais effectivement, comme tu l'as dit, on peut définir 4 grandes catégories d'usages. Première catégorie d'usage, c'est ce qu'on appelle les usages marketing, pour être en contrôle total de tout le parcours client et de toutes les expériences de recherche de Google jusqu'à son site web, pour notamment influencer des KPI du type réduction des taux de rebond, faire passer un maximum de temps sur son site pour un internaute, augmenter le nombre de pages lues, augmenter le niveau d'engagement sur le site, c'est-à-dire les CTA. Et on sait que tous ces KPI ont une influence indirecte, notamment sur le score SEO d'une marque. Deuxième grand usage qu'on connaît naturellement tous, parce qu'on est tous des utilisateurs notamment d'Amazon, c'est tout simplement les usages e-commerce pour de la découverte et de la recherche produit, avec une optique cette fois-ci d'augmenter la conversion. Troisième grand usage, c'est notamment les usages pour la relation client. Et là, les services de la relation client, notamment avec la recrudescence du e-commerce et le nombre de tickets à traiter, c'est influencer des KPI de satisfaction client, comme le NPS, le CSAT, mais également de mettre à disposition des bases de connaissances ou des moteurs de recherche pour permettre aux agents des services clients de réduire le temps de résolution des tickets. Ça, c'est un point très important. Et quatrième usage qu'on oublie assez, c'est tous les usages internes pour les extranets et les internets, là, pour faciliter l'accès à la connaissance et augmenter le niveau de productivité des collaborateurs. Le premier, c'est la compréhension sémantique des requêtes pour aller comprendre l'intention de recherche derrière le fait de taper des mots-clés dans un moteur. Un bon moteur de recherche, déjà, il faut qu'il ait une compréhension parfaite et sémantique des mots utilisés, de l'intention de recherche qu'il y a derrière. La deuxième chose, de mettre en place ce qu'on appelle, sans entrer dans des aspects trop techniques, une approche de type multi-algorithmique. On parle toujours de l'algorithme de Google, mais en réalité, à Google, c'est des dizaines d'algorithmes, tout simplement parce qu'un algorithme n'est pas en capacité, à lui seul, de répondre à toutes les questions possibles et inimaginables et d'aller chercher dans n'importe quel type de document. Quand vous allez sur un site web, vous avez ce qu'on appelle données structurées, comme des produits, des services. Vous avez des données de type semi-structurées comme des FAQ. Vous avez des données non structurées comme des documents et des articles de blog. Pour pouvoir aller chercher des informations et être en capacité de répondre directement à des questions, il faut mêler plusieurs algorithmes qui vont, lesquels combinés, pouvoir retourner des réponses directes. Et le troisième ingrédient, c'est le knowledge graph. Parce que sans rentrer dans des aspects techniques, le knowledge graph, c'est le meilleur modèle de connaissance, de structuration des données pour permettre de proposer des réponses et de construire un moteur de réponse qui est un petit peu le nouveau standard en termes de recherche aujourd'hui.